2009 pour moi c'était juste une année de fou. Je venais à peine de découvrir le catch, donc évidemment la WWE était pour moi à son apogée avec le prime de Randy Orton et sa rivalité contre Triple H. WrestleMania 25, le premier WrestleMania que je voyais en DVD qui me paraissait être le meilleur de l'histoire. Jeff Hardy qui était également au sommet du monde avec sa victoire pour le titre poids lourd puis sa rivalité contre CM Punk. Rey Mysterio qui régalait le milieu de carte avec le titre intercontinental et enfin le retour de la DX. Bref, c'était une année incroyable dans mes souvenirs. Mais avant de revenir sur l'année entière comme j'ai pu le faire récemment avec l'année 2008, je me suis dit que ce serait intéressant de revenir sur un show qui m'avait grandement marqué à l'époque et dont je suis sûr vous vous souvenez tous, SummerSlam 2009. On revient donc en arrière en août 2009, la vie est belle et elle ne sera qu'améliorée par l'incroyable show proposé par la WWE en direct du Staples Center. Sur le papier, le show est déjà hyper prometteur avec le match entre Orton et John Cena pour le titre de la WWE, le retour de la DX qui n'avait pas combattu ensemble depuis novembre 2008 et qui s'était tout fraîchement reformé pour lutter contre la Legacy, la rivalité entre Rey Mysterio et Dolph Ziggler qui durait depuis un moment et qui permettait à ce dernier de se crédibiliser, et enfin bien sûr l'immense histoire entre Jeff Hardy et CM Punk qu'on ne peut pas oublier. On se retrouve donc propulsé en plein été sous le soleil californien au Staples Center et il est l'heure de démarrer le show. Si ce soir DX a un match contre la Legacy, on peut aussi les voir un petit peu comme les hôtes du show et celui-ci s'ouvre donc avec un petit clip pour promouvoir leur retour qui est assez marrant et on découvre la magnifique arène d'entrée qui me fait une fois de plus regretter cette époque où les arènes avaient vraiment une âme. Sérieusement, aujourd'hui il n'y a aucune excuse pour ne pas faire de jolies arènes et je trouve que les shows perdent tellement de leur âme quand ils n'ont pas cet élément si particulier. Mais bref, il est l'heure de passer au show et juste petite information, personnellement pour la nostalgie je me suis dit que ce serait mieux de me le refaire en VF et si vous en avez l'occasion, par exemple si vous avez le DVD, je vous conseille vraiment de faire pareil parce que ça régale. On ouvre donc de la meilleure des manières avec le match pour le titre intercontinental entre Rey Mysterio et Dolph Ziggler qui on le sait très bien ont tous les deux un talent de fou et vont donc pouvoir ouvrir fort ce 22e SummerSlam de l'histoire. C'est l'époque où Dolph Ziggler est en train de grimper petit à petit dans la mid-card, toujours avec son ancienne musique d'entrée qui était grave cool je trouve, et à l'époque déjà c'est con mais même s'il était heel j'appréciais beaucoup le personnage. Bon face à lui par contre c'est difficile de faire mieux, hein. On a le légendaire Rey Mysterio, grand favori de tous, qui défend son titre, et pour s'assurer l'avantage, Ziggler s'en prend rapidement à son adversaire dès le début du match. Ziggler ouvre donc hyper fort et on a une séquence de dingue pour ouvrir ce match avec un moonsault absolument magnifique de Rey Mysterio qui démontre tout son talent, mais aussi celui de Dolph Ziggler qui je trouve vend la prise à la perfection sans aucun mauvais jeu de mots. Et franchement si le match commence sur une lancée fantastique avec en plus le caméraman qui prend cher à l'extérieur, ça va continuer comme ça malgré les petits temps de pause imposés par Ziggler qui à ma grande surprise recevait déjà le soutien d'une partie de la foule à l'époque, alors que franchement avec un tel personnage ça paraissait assez compliqué d'être applaudi. Mais en même temps pour être honnête, vu le talent du gars dans le ring c'était aussi compliqué de ne pas le soutenir. Même s'il est heel et qu'il se comporte comme tel en marquant des temps de pause, il nous offre aussi des moments incroyables comme ce dropkick en contre du springboard de Rey Mysterio qui est juste magnifique. Bon c'est évidemment pas le seul gros moment du match hein, parce que vraiment les deux gars nous sortent un classique que je vous conseille de revoir, et si j'avais eu l'occasion de le refaire dans le showcase de WWE 2K22 et que je croyais me souvenir du résultat, je me suis vraiment retrouvé pris dans le match tellement il est bon avec des tentatives de tomber qui m'ont carrément fait me lever de ma chaise parce que je pensais que Ziggler allait gagner le match, mais finalement il se conclut avec ce gros segment de fin avec un ciseau-tête du haut de la 3e corde de Rey Mysterio pour la victoire. Le luchador conserve donc son titre difficilement au terme d'un sacré match qui a vraiment aidé à établir Ziggler comme catcheur ultra crédible puisqu'on devine dans le regard de Rey Mysterio à la fin du match que même s'il y a une rivalité entre les deux hommes, le jeune Ziggler vient de gagner le respect d'une légende. Malgré ça et malgré tout son talent, Ziggler devra quand même attendre un petit peu plus pour récupérer le titre intercontinental puisqu'il ne deviendra champion qu'un an plus tard en battant Kofi Kingston. Honnêtement c'est juste un moyen parfait pour ouvrir la soirée et autant j'avais de très bons souvenirs du show et de ce match, autant j'ai vraiment été surpris d'une telle qualité, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir, vous pouvez foncer sans hésiter. On continue donc la soirée avec une interview backstage de MVP et Jack Swagger qui ont un match prévu plus tard dans la soirée et pour être honnête j'avais aucun souvenir de la rivalité et d'ailleurs j'allais passer cette interview quand j'ai regardé le show et finalement je suis plutôt content de ne pas l'avoir fait. Alors vous attendez pas à un truc de fou hein, mais MVP nous sort quand même une promo très cool en réponse à celle de Swagger, et si de base je pensais que la rivalité allait être un simple affrontement entre les deux en milieu de carte, cette interview dans laquelle MVP mentionne son passé difficile avec son passage en prison et le compare au passé doré de Jack Swagger, bah ça a franchement réussi à me convaincre et ça m'a donné envie de regarder le match. Et justement, heureusement j'ai pas eu à attendre bien longtemps puisqu'on accueille directement un autre catcheur qui a fait ses débuts récemment comme Dolph Ziggler, le All-American américaine fraîchement sorti de la ECW pour son premier match en 1 contre 1 en pay-per-view en tant
que catcheur de Raw, Jack Swagger. Bon, la musique d'entrée de MVP, y a pas à dire, hein, c'est toujours un banger en 2023 et celui-ci fait donc son entrée pour un match qui m'intrigue énormément. Et pour le coup, étonnamment, c'est vraiment pas mal. Alors je dis étonnamment, mais MVP a toujours été plutôt bon dans le ring et j'ai toujours apprécié le personnage, et Jack Swagger, même si j'ai jamais été fan, il n'était pas nul dans le ring non plus. Mais franchement, quand j'ai vu ce match sur la carte, je m'attendais absolument à rien et je pensais que j'allais plutôt m'ennuyer, mais entre la promo d'avant-match qui est très bonne grâce au talent de MVP et les quelques jolies actions du match, j'ai quand même passé un très bon moment. En plus, c'est pas excessivement long, on a juste un petit temps mort en milieu de match, mais derrière ça enchaîne assez bien et c'est disputé. Franchement, c'est une très bonne surprise et le résultat me surprend d'autant plus puisqu'après avoir contré une Vader Bomb de Swagger, MVP le surprend avec son playmaker pour la victoire. Alors oui, en vrai, je sais pas si faire gagner MVP c'était vraiment le meilleur choix, hein, vu que Rey Mysterio vient de gagner dans l'opener et qu'en plus Jack Swagger est en pleine construction, donc à la limite ça peut être le seul point négatif de ce match, mais à part ça, c'est une très bonne surprise. De toute façon, le résultat du match n'a en réalité que très peu d'importance puisque les chemins des deux hommes se sépareront immédiatement suite à SummerSlam, avec Swagger qui se lancera à la poursuite du titre des États-Unis, alors que MVP ira faire équipe avec Mark Henry pour essayer de récupérer les titres par équipe. Et justement, puisqu'on en parle, ces fameux titres vont être défendus dans le premier match par équipe de la soirée avec les champions Jericho qui ont gagné les titres à Night of Champions suite à la séparation de Edge et Jericho et qui défendent les ceintures ce soir contre Crime Time. Justement, ceux-ci font leur entrée pour nous sauver d'une promo du Big Show qu'on ne voulait vraiment pas entendre, hein, donc franchement on peut leur dire merci. Évidemment, on ne peut pas citer Chad sans lui rendre un grand hommage puisqu'il nous a malheureusement quitté en 2020 en sauvant la vie de son fils et il a été intronisé à titre posthume dans le Hall of Fame avec un Warrior Award amplement mérité. À l'été 2009, Crime Time était quasiment à leur prime, hein, et bien qu'ils approchaient sans le savoir de la fin de leur équipe, il était peut-être temps pour eux d'aller chercher les titres par équipe. Bon, malheureusement, les matchs du Big Show c'est un petit peu toujours pareil, hein, et même si au début on a un match plutôt sympa entre Jericho et JTG, l'arrivée du Big Show va grandement ralentir le rythme et va surtout servir à construire le hot tag sur Chad Gaspard qui va arriver pour équilibrer les masses. Justement, le choc des buffles est plutôt sympa, hein, dans les premières secondes jusqu'au spear du Big Show qui ralentit encore le rythme du match avec un travail à deux des champions par équipe. C'est pas un match horrible, hein, mais les moments lents du Big Show et même ceux de Jericho dans un match qui n'a que très peu d'histoire le rendent un petit peu moins intéressant, et si le retour de JTG permet d'amener un petit peu de vitesse et qu'il amène surtout à un moment très cool avec un roll-up sur Jericho qui fait exploser la foule, le match va finalement prendre fin comme 90% des matchs de Jericho à l'époque, puisqu'après s'être échappé du Walls, JTG déguste une droite du Big Show et les Crime Time perdent le match. Bon, comme je l'ai dit, hein, c'était la strat classique de Jericho à l'époque et ça marchait plutôt bien en tant que heel, mais sinon, sans être incroyable, le match est quand même assez cool et ça fait plaisir de voir qu'ils en donnent quand même beaucoup à Crime Time qui passe pas très loin de la victoire, même si du coup, quand on le regarde aujourd'hui, c'est un peu décevant de voir qu'ils ne remporteront jamais les titres par équipe à la WWE. Franchement, même si on n'est pas sur du 5 étoiles à chaque match, le show démarre quand même hyper bien et quand on sait à quel point le main event est incroyable, on peut se dire que ça ne va aller qu'en s'améliorant. Ah oui, alors autant pour moi en fait, parce que là on enchaîne avec le match entre Kane et le Great Khali. Bon, j'avoue que j'avais oublié qu'il y avait ce match sur la carte, hein, donc j'étais pas très enthousiaste quand j'ai vu Kane débarquer parce que ça me rappelait qui était son adversaire. En plus, j'ai déjà fait une vidéo sur Breaking Point, qui est le pay-per-view qui vient directement après SummerSlam, donc je me rappelle très bien de la gueule de la rivalité entre les deux et franchement ça faisait pas rêver. Mais bon, on va pas se faire d'idées avant d'avoir vu le match, hein, parce que je m'attendais à rien pour MVP Swagger et c'était pas si mal, donc pourquoi pas. Oui, enfin pourquoi pas, en l'occurrence c'est pas MVP ni Jack Swagger dans le ring, hein, donc même si le match démarre un peu rapidement entre énormes guillemets, hein, disons que c'est la vitesse max du Great Khali, c'est pas pour autant qu'il est bien et y a pas de bonne surprise. Alors si, c'est un peu marrant parce qu'il y a un mec dans le public avec une pancarte You Can't Wrestle, hein, ce salopard je suis sûr qu'il est venu avec uniquement pour ce match. Hein. Ah oui, bon, je vous confirme qu'il est pas prêt de la ressortir, hein, parce qu'il y a un mec de la sécurité qui vient de lui prendre. Non mais c'est marrant un petit peu de regarder ce qui se passe dans le public. Oui, bon du coup à cause de ça je me concentre plus du tout sur le match, hein. Bon c'est un match de monstres, hein, et pour le coup ça va vous surprendre mais c'est pas si horrible. C'est pas bien, hein, mais franchement je m'attendais à un truc beaucoup plus lent et ennuyant, mais finalement je pense que vu que j'étais concentré sur le public, j'ai pas vu passer les 6 minutes. Alors oui, je sais, c'est pas le plus grand compliment qu'on peut faire à un match en disant qu'il passe vite parce qu'on regarde autre chose, donc évidemment ça reste pas terrible, hein, et puis pour en rajouter, Kane décide de faire un collier arrière pour ralentir encore plus le rythme qui n'était déjà pas bien rapide. Khali réussit à revenir quand même après ça, il envoie son coup de main là puis son vice grip, mais Kane va se réfugier dans les cordes et prend littéralement Raging Singh en otage. Oui, parce qu'en plus à l'époque Raging Singh était plus ou moins au centre de la rivalité pour une raison que j'ignore, et du coup cette distraction permet à Kane d'envoyer, tenez-vous bien, un dropkick dans les genoux du Great Khali suivi d'un DDT pour la victoire. Oui bon là malheureusement on peut plus faire grand chose pour le match, hein. Je veux dire c'était pas déjà incroyable, mais si en plus Kane gagne avec un DDT, ça rend la chose encore plus mauvaise et il y a plus grand chose à dire. Mais allez c'est bon, on a bien rigolé avec ce match, hein, et même si les matchs d'ouverture étaient pour la plupart bien, ce n'étaient pas les plus importants, et il est donc l'heure de rentrer dans le vif du sujet avec le retour officiel de la DX sur les rings contre la Legacy. Pour moi à l'époque c'était incroyable, hein, parce que j'avais raté tous les runs de la DX avant ça, donc c'était l'occasion de découvrir cette équipe en action avant de revivre leur histoire sur DVD quelques temps après et de comprendre finalement que ce run n'était pas le meilleur. Mais il faut être honnête, pour le public qu'il ciblait, c'est-à-dire les gens jeunes comme moi à l'époque, c'était quand même excellent et
ça marchait bien. Ça sortait les sticks verts dans le public, ça envoyait des super kicks à Santino dans les vestiaires, des poubelles sur la tête de Jillian Hall, bref, ça me régalait à l'époque, mais je peux comprendre que les fans de la première heure aient moins aimé. C'est donc parti, le Staples Center est plongé dans le noir, l'excellente musique de la DX se lance doucement alors que des feux d'artifice explosent et que des jeeps de l'armée déposent des militaires qui ouvrent le feu sur le plafond de la salle, et enfin, l'arène s'ouvre en deux pour laisser sortir tout simplement un tank sur lequel on découvre Shawn Michaels et Triple H. Bon, franchement, là, y a rien à dire, hein, l'entrée est tout bonnement incroyable et je suis sûr que tous ceux qui l'ont vu à l'époque s'en rappellent très bien, mais de toute façon, Hunter, dès qu'il s'agit de faire des entrées de dingue, il fait jamais les choses à moitié. Non, franchement, le suck hit sur le canon du tank, c'était incroyable et même si ce run n'est pas apprécié, il a une place spéciale pour moi et pour tous les jeunes de l'époque. Mais bon, en parlant de jeunes à l'époque, il est l'heure d'accueillir leurs adversaires, Cody Rhodes et Ted DiBiase, qui représentent la Legacy. C'est dingue de se dire qu'ils étaient vendus comme le futur à l'époque, et si certes le futur de DiBiase se trouve plutôt dans un tribunal, on voit que celui de Cody Rhodes, même si c'est pas exactement passé comme on l'aurait imaginé, il est bel et bien radieux, et c'est fou de voir ces images en sachant où il est aujourd'hui. Bon, c'est pas pour autant que c'est lui qui commence le match, puisque DiBiase ouvre contre Triple H, et on va avoir là un match différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, puisqu'on entre dans la seconde partie du show avec des matchs un peu plus longs. Et autant le début entre DiBiase et Triple H il est pas fou, autant l'arrivée de Shawn Michaels qui n'a pas catché depuis WrestleMania 25 fait grave plaisir, et la petite séquence avec Cody est vraiment sympa, et quand on sait que les deux équipes vont avoir deux autres matchs derrière, on ne peut s'attendre qu'à des grandes choses. Mais du coup, si ce match est le premier d'une trilogie, c'est pas selon moi le meilleur, même s'il est vraiment très cool. Comme je l'ai dit, Michaels n'a pas catché depuis 4 mois, mais en plus le match est surtout là pour mettre en avant le retour de la DX et amorcer pour de bon la rivalité, et c'est assez logique que les 4 hommes en gardent sous le coude pour les dingueries qui auront lieu à Breaking Point puis à Hell in a Cell. On a donc un long travail de la Legacy sur Michaels, qui est clairement vu comme le maillon faible de cette équipe, et je sais que ça paraît incroyable à dire hein, quand on sait le match de folie qu'il a eu contre l'Undertaker à WrestleMania 25, et surtout celui qu'il aura l'année suivante, mais force est de constater que c'est comme ça qu'est construit le match, et finalement, le Heartbreak Kid réussit à revenir et fait rentrer son partenaire avec un hot tag. Ça fait quand même plaisir de voir une grosse domination de la Legacy qui profite à plusieurs reprises que l'arbitre ait le dos tourné pour reprendre le dessus et le conserver, et vraiment à l'époque on se rend compte qu'il y avait de gros projets pour les deux, et c'est dommage de voir qu'une fois séparés, ça n'a pas porté ses fruits. Mais bon, vous vous en doutez, si c'est le retour de la DX ce soir-là, la WWE n'allait pas leur donner une défaite, et même si la Legacy domine un bon moment dans des phases d'ailleurs assez lentes, et qu'on croit à plusieurs reprises qu'on va voir les deux jeunes catcheurs créer la surprise avec notamment un sacré crossroads de Cody, le match prend un rythme bien meilleur en deuxième partie, et c'est à ce moment-là qu'il devient vraiment intéressant avec des spots très cool, mais finalement Shawn Michaels sauve le match pour son équipe en sortant un switch in music de nulle part pour donner la victoire à la DX. Alors le match est très cool, mais personnellement j'avais préféré leur match à Breaking Point, surtout avec cette stipulation assez particulière, mais de ce que j'ai pu voir sur internet c'est pas l'avis général parce que ce match est vu comme le meilleur de la rivalité, donc je suis très curieux de lire votre avis dessus dans les commentaires. Et en parlant de trucs dont j'ai de bons souvenirs, il est l'heure d'arriver au match pour le titre ECW, et si j'ai pas spécialement de souvenirs de ce match, j'ai un très bon souvenir de Christian en tant que champion là-bas, et j'ai très hâte de voir ce qu'il propose. Il est à l'époque en rivalité contre William Regal, et si encore une fois être relégué à la ECW c'était pas terrible pour les catcheurs de l'époque, je trouvais que certains gars comme Christian notamment se donnaient vraiment quand ils étaient là-bas. William Regal fait donc son entrée avec ses associés, et l'arbitre officialise que le titre est en jeu, c'est parti. Regal part pour retirer sa veste après que la cloche est sonnée, mais attention hein, parce que Christian débarque immédiatement et lui envoie son kill switch, et bah c'est fini. Ok, bon bah du coup je comprends pourquoi j'ai pas de souvenir de ce match, hein. Bah, alors le segment est quand même un peu plus long parce que Christian se fait attaquer juste derrière par Regal, Kosloff et Ezekiel Jackson, mais sinon bah c'est juste un peu dommage parce qu'on sait que Christian contre William Regal ça peut donner un bon match, mais écoutez tant pis, passons à la suite. Finalement on comprend pourquoi ce match a duré si peu de temps, parce qu'il nous reste encore 1 heure de show, mais il nous reste en réalité 2 gigantesques matchs pour clôturer la soirée, donc la WWE a voulu leur donner un maximum de temps. Et quoi de mieux pour commencer que d'accueillir John Cena qui défie ce soir le champion de la WWE, le boss ultime à l'époque et le leader de la Legacy, Randy Orton. Franchement le flow du gars quand il fait son entrée, il y a absolument rien à dire, et c'est donc l'heure de relancer l'une des rivalités les plus mémorables de l'époque entre ces deux grands noms. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je suis déjà revenu en détail sur la rivalité dans une vidéo entière, donc on va évidemment pas tout retracer, mais à l'époque c'était quand même assez attendu, et en particulier par tous les jeunes qui découvraient le catch comme moi. À part ça, on est évidemment dans la période psychopathe de Orton, donc c'est assez logique de pas le voir catcher très rapidement, et il est toujours dans ce style très lent et méthodique qui rend le personnage excellent, mais qui rend parfois les matchs pas terribles. Et en l'occurrence, ce match de SummerSlam, j'en avais pas énormément de souvenirs, à part la manière dont il se termine, et en le revoyant, je comprends pourquoi. C'est loin d'être une catastrophe, mais le match a du mal à décoller, je trouve, et Orton ramène le match au point mort très régulièrement pour nous vendre le classique retour de Cena. Et un point cool par contre, c'est qu'on a encore un public partagé, alors que je pensais qu'à l'époque Orton était vraiment détesté tellement il était bon dans son rôle, mais visiblement la team anti-Cena était encore là dès le relancement de la rivalité. Bon, comme je l'ai dit, ce match n'est pas nécessairement marquant pour ses actions, mais plutôt pour ce qui se passe à la fin, parce que si Orton est champion depuis Backlash, il compte bien conserver son titre par tous les moyens, et du
coup, alors qu'il est dominé par son challenger, il utilise le même stratagème qu'il avait utilisé lors de No Way Out 2008 et il pousse l'arbitre pour se faire disqualifier. Alors bon, vous inquiétez pas, hein, pour ne pas laisser une clim à toute la salle, Lilian Garcia nous informe que Vince McMahon a ordonné que le match soit relancé et cette fois-ci, si Orton se fait disqualifier, il perdra son titre. Orton est évidemment choqué, hein, bon en même temps si c'était aussi simple, tous les champions heel feraient pareil au lieu de perdre le titre connement, mais bon, faut pas oublier qu'en 2009, Orton c'est pas le dernier des cons, hein, c'est le mec le plus malsain du roster, et donc après quelques minutes de match que Orton va étonnamment dominer, il sort du ring et prend sa ceinture pour se faire décompter à l'extérieur. Mais c'est toujours pas fini parce qu'encore une fois, Vince McMahon ajoute une règle, et puis nouvelle règle. Et cette fois-ci, Orton est obligé de gagner le match de manière légitime par tombée ou soumission pour conserver son titre. Mais bon, vous le connaissez, hein, le Orton, encore une fois, il est plus malin que ça. Et bien sûr, la foule à ce moment-là est persuadée que le règne est terminé, mais pas du tout. Orton en 2009, il a réponse à absolument tout, et du coup il place un roll-up directement avec les pieds sur les cordes pour la victoire, et enfin, Orton conserve son titre. Et bah non, parce qu'en fait il y a un autre arbitre qui débarque de je ne sais où pour dire que Orton avait les pieds sur les cordes, et du coup le match est encore relancé. Si seulement on avait pu faire la même chose à WrestleMania 39, ça nous aurait bien arrangé, mais enfin bon, passons, le match reprend pour la 3e fois, et ça commence à faire un peu beaucoup. D'autant que bon, là c'est forcément fini, hein. Orton s'en est déjà sorti de toutes les manières possibles, et en plus il est coincé dans un STF, il va juste perdre son titre. Voilà, bon ça c'est ce que se serait dit quelqu'un qui ne sait pas à quel point Orton était le boss en 2009, et du coup, alors que Cena a le match quasi gagné, un fan débarque et se jette sur lui, mettant le match en pause quelques instants et permettant surtout à Orton de surprendre son adversaire avec un RKO pour la victoire, et cette fois-ci, malgré la controverse, Orton conserve son titre. Oui, bon, vous vous en doutez, hein, le fan en question, c'était pas du tout un fan, hein, c'était Brett DiBiase, le frère de Ted DiBiase, et je peux totalement comprendre que certains n'aient pas apprécié l'overbooking avec le fait que le match soit relancé autant de fois, mais en ce qui me concerne évidemment, j'étais ultra fan de Randy Orton, donc j'étais hyper content de voir qu'il avait toujours une stratégie pour gagner le match. Mais allez, on a eu le match pour le titre WWE, certains l'ont aimé, d'autres non, il est l'heure de parler d'un match qui va je pense mettre tout le monde d'accord, celui pour le titre de champion du monde poids lourd entre Jeff Hardy et CM Punk en TLC match. J'ai même pas besoin d'en dire plus, rien que l'affiche est incroyable, et pourtant le fait que la rivalité soit ultra intense entre les deux depuis des semaines, et que ce match soit celui qui clôture la rivalité en pay-per-view, et ben ça va réussir à rendre ce main event encore plus fou que ce qu'on pouvait penser. Déjà on sent qu'il y a une véritable haine entre les deux, alors j'irai pas jusqu'à affirmer qu'elle était bien réelle, hein, parce que j'en sais rien, mais en tout cas elle ressort très bien dans le match. Dès le début, avant même qu'ils aillent à l'extérieur, ils partent à la lutte et on sent que c'est pas une épreuve de force classique, hein, on sent vraiment que la rivalité est à son maximum, mais évidemment que serait un TLC avec Punk et Jeff Hardy sans des objets, hein, donc rapidement Punk prend une chaise et démolit Jeff Hardy, puis les deux hommes tentent chacun leur tour de remporter le match rapidement avant de subir des chutes assez violentes, notamment Jeff Hardy qui se fait contrer son RRD d'une manière assez sale. Suite à ça, en termes de violence, c'était loin d'être fini, hein, parce que Punk ne va avoir aucune vergogne à exploser une échelle sur Jeff à plusieurs reprises, mais celui-ci lui rend bien avec cet énorme coup de chaise à l'extérieur sur un contre qui est aussi très impressionnant. Franchement, c'est un match que je vous conseille de revoir parce que oui, les TLC c'est souvent cool, mais là il y a une vraie bonne histoire qui rend le match encore meilleur et qui donne encore plus d'impact aux prises de fou, comme cette espèce de Sunset Flip Powerbomb de Jeff Hardy qui se sort d'une position ultra dangereuse, cette chute de Jeff Hardy sur le coin qui est hyper impressionnante, ou encore cette colossale superplex sur une échelle que je n'ai même pas les mots pour décrire tellement ça n'a aucun sens. Imaginez-vous le courage qu'il faut avoir pour lâcher un spot comme ça et accepter de se faire exploser le dos sur une échelle de cette manière. C'est juste fou de se dire ce que Jeff Hardy a fait simplement pour nous divertir et rien que pour ça, il mérite le respect. Mais ne vous trompez pas, Punk aussi mérite ce respect parce qu'il va notamment se faire exploser à travers une table sur un contre de Jeff, mais surtout subir le gros spot du match que personne ici n'a oublié. Et oui, un match de Jeff Hardy avec des tables et des échelles sans une gigantesque échelle de je ne sais combien de mètres de haut du haut de laquelle ce malade lâche une Swanton Bomb, ça n'existe pas. Et du coup, ce fou place CM Punk sur la table des commentateurs à l'extérieur, il installe une échelle immense et sous l'ovation de la salle, seul sur le toit du monde, Jeff Hardy nous sort une Swanton Bomb hallucinante sur CM Punk dans un moment inoubliable. Malheureusement pour lui, il semble avoir pris plus cher que son adversaire sur ce mouvement, ou en tout cas c'est ce que décident les arbitres et les médecins qui tentent de sortir Jeff sur civière, alors que CM Punk lui est déjà dans le ring en train de grimper l'échelle. Bon, Jeff ne va pas offrir la victoire à CM Punk comme ça, il le rejoint sur le haut de l'échelle et les deux hommes échangent des coups, mais malheureusement pour tous les fans de Jeff Hardy à l'époque, celui-ci déguste un coup d'avant-bras violent du challenger et il chute lourdement au sol, permettant au catcher straight edge de décrocher facilement la ceinture pour la victoire. Je me rappelle encore aujourd'hui de la clim que j'avais pris en découvrant les résultats de SummerSlam sur NT1 à l'époque, j'étais tellement deg que Jeff Hardy perde le match après avoir lâché une performance aussi incroyable, mais heureusement pour me redonner le sourire, le pay-per-view ne s'arrête pas là. Et oui, parce qu'il fallait bien remettre CM Punk à sa place et préparer sa prochaine rivalité, et donc alors qu'il célèbre au-dessus du corps de Jeff Hardy, les lumières bug une première fois avant de s'éteindre au moment où un gong très particulier retentit, et alors qu'elle se rallume, tout le monde a les yeux rivés vers l'arène, mais aucun signe de l'homme qu'on attend tous. Et pourtant, il est bien là sous nos yeux parce que sous les pieds de CM Punk, ce n'est plus le corps de celui qu'il vient de battre pour le titre, mais celui du Deadman, l'Undertaker, qui vient choper CM Punk au corps
protocole avant de lui envoyer un gigantesque chokeslam. Pour mettre ses intentions au clair, le Phenom voulait le titre de champion du monde poids lourd. Étonnamment, l'Undertaker ne récupérera pas le titre tout de suite et le règne de CM Punk durera encore un petit moment jusqu'à Hell in a Cell où il perdra enfin la ceinture après nous avoir tous traumatisés en mettant un terme à la carrière de Jeff Hardy. Mais ça, c'est pour une autre fois puisque c'est ainsi que se clôture ce show incroyable. SummerSlam 2009, c'est donc un show que j'avais adoré à l'époque et que j'ai grandement apprécié revivre aujourd'hui avec de très bons matchs et des histoires intéressantes qui progressent bien. Et ça m'intéresse beaucoup de lire votre avis sur le show dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en aviez pensé à l'époque et ce que vous en pensez aujourd'hui après l'avoir revu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes liens qui sont en description, que ce soit mon lien affilié au lit, ma chaîne Twitch ou ma chaîne secondaire. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.